Hello et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de juillet. Alors j'espère que ça se déroulera à peu près dans le calme parce que les enfants étant là, c'est pas toujours super calme. Je vais d'abord vous présenter les livres que j'ai reçus en service de presse. Alors ce mois-ci, je pense qu'il y a eu 2 fois des promos sur Momox, qui peut expliquer qu'il y a eu pas mal d'achats d'occasion aussi. Mais je vais commencer tout de suite avec les services de presse, avec les 2 graphiques que j'ai reçus. Alors tout d'abord, j'ai reçu l'intégrale des Tortues Ninja, le tome 7. J'avais reçu le tome 6 déjà il y a quelques mois. Donc là, ça va être plus ou moins une suite, puisqu'il y avait quand même pas mal de choses qui se passaient déjà dans le tome précédent, au niveau notamment de Shredder, qui est un des grands méchants des Tortues Ninja. Et Mangetsu est en train de rééditer Tommy de Junji Ito en pardon, en tome, voilà, un petit tome comme ça. Ils avaient sorti une intégrale, je ne sais plus combien de temps, et puis là, bon, ils les ressortent comme ça. Tommy, enfin c'est Tommy, je crois qu'on dit exactement. C'est cette jeune femme qui est en fait une succube, hein, donc un démon qui vole l'énergie sexuelle des hommes. Donc ça se passe à notre époque, hein, mais du coup, elle attire beaucoup le regard des hommes et je pense qu'il va se passer quelque chose de très grave. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment quelqu'un d'antipathique, ce personnage. Je pense surtout qu'elle est victime des hommes. Alors, est-ce qu'on va parler encore une fois voilà, de la condition de la femme? C'est un peu l'impression que j'ai. Bon, en tout cas, voilà, c'est un manga que je voulais lire depuis un moment. C'est vrai que Junji Ito, j'ai découvert cette année et j'ai très envie de continuer à découvrir ses œuvres. Donc j'ai plusieurs poches à vous présenter. Alors je crois qu'ils sont... Ah non, pas tous de chez Bragelonne. Non, il y en a 2 qui ne sont pas de chez Bragelonne. Je vais commencer par ceux de chez Bragelonne. J'ai reçu Inanna de Emily H. Wilson. Donc là, on va être dans la mythologie sumérienne, si je dis pas de bêtises. Jeune déesse de l'amour, première Anunnaki de plein sang née sur Terre dans l'antique Mésopotamie. Inanna est promise à un destin hors du commun. À sa naissance, pourtant, la guerre gronde. Mariée de force afin de négocier une paix précaire, Inanna comprend vite que sa nouvelle position la met en danger. Et sa destinée exceptionnelle l'amènera loin de chez elle, où son chemin croisera celui de 2 héros atypiques. Ninchubar, une guerrière chassée par les siens pour avoir commis un acte de bonté, et un soldat humain, fils mortel d'Anunnaki, renégat, séducteur et menteur sans vergogne, un certain Gilgamesh. Bon, vous connaissez peut-être l'épopée de Gilgamesh. C'est un récit très connu, puisque je crois que c'est le premier récit écrit, ou la première histoire, je l'ai vu en cours mais j'ai oublié, c'est la première histoire, ou premier récit, vraiment l'histoire construite avec un début, avec une quête et une fin. Et, donc c'est mésopotamien, donc c'est très très vieux et on en parle de plus en plus de l'épopée de Gilgamesh maintenant. C'était pas très connu avant, donc c'est vraiment un récit très très vieux où on suit Gilgamesh qui se bat. C'est Enkidu je crois, mais je ne suis plus sûre. Ça remonte, hein, tout ça. Ils se battent et pour finir deviennent les meilleurs amis du monde jusqu'au jour où, alors je crois que c'est Enkidu le nom de son ami. Après, je le prononce peut-être pas très bien. Il meurt et Gilgamesh décide de parcourir le monde, d'aller même, je pense, jusqu'à l'équivalent des enfers pour essayer de ramener à la vie son ami. Donc voilà, on a un véritable récit. Bon, j'avoue que je suis très hypée parce que je suis contente de découvrir une autre mythologie. Ensuite, toujours chez Bragelonne, j'ai reçu L'Arche spatiale, tome 2, La fille de la capitaine de Peter F. Hamilton. Alors j'ai déjà le tome 1. Il me semblait qu'il m'avait déjà envoyé le tome 2. J'ai un doute, il faudrait que je revérifie. Donc je ne vais pas vous refaire le... on est dans l'espace évidemment et on va suivre une ado quand même. Bon, après, comme n'ayant pas lu le 1, je ne vais pas trop vous parler de celui-ci pour ne pas spoiler. Et puis j'ai reçu, il y avait un petit peu de retard dans les commandes. J'ai reçu le tome 2 avant le tome 1, enfin pas dans les commandes, dans les envois. C'est L'aube de la nuit, toujours de Peter F. Hamilton, les tomes 1 et tome 2. Des couvertures assez flashy. Et là, nous sommes au début du XXe siècle. L'âge d'or de l'humanité est à portée de main. Les centaines de planètes colonisées s'étendent à travers la galaxie, abritant une multitude de cultures prospères et variées. D'immenses flottes de vaisseaux marchands sillonnent l'espace sous la protection des forces spatiales de la Confédération. Mais des différences irréductibles opposent encore les édémistes, adeptes de l'ingénierie génétique,
systématiquement liés à leur vaisseau vivant, les adamistes, farouches partisans de l'héritage humain. Les deux factions devront pourtant s'unir car sur une planète primitive, la rencontre fortuite d'un criminel renégat et d'une entité extraterrestre déclenche un phénomène terrifiant. La rupture dans le réel, dont le souvenir hante l'espace depuis l'aube des temps. Ça a l'air assez complexe. C'est de la SF. Hein. C'était déjà sorti, hein. C'est une réédition chez Brajolon. Par contre, je ne sais pas si c'était déjà sorti en poche ou pas. Comme je suis incapable de vous dire aussi si ce sera une duologie, une trilogie ou plus. Mais bon, je vais peut-être les embarquer en vacances. Je verrai bien. Et puis, les dernières poches que j'ai reçues, alors, c'est de la part de ActuSF dans leur collection Helios, Le rêve sous le pavillon noir de Jeanne A. Debat. Ça va être un recueil de nouvelles avec une nouvelle un petit peu plus longue dedans. Et on va suivre un personnage, alors moi je ne connais pas, qui est Navarre, qui est un vampire et qui parcourt le monde depuis sa naissance en 1450, sa transformation en vampire. Il parcourt le monde et l'espace en quête d'aventure. Donc en plus on est dans de l'espace. Donc on va retrouver ce personnage. Alors c'est un personnage qu'on retrouve... alors je pense qu'on doit le retrouver dans Testament métaphysique du vampire. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je vous avoue, j'ai des romans de cette autrice dans ma palle, mais je ne l'ai jamais lu. Donc c'est pareil, ça va être l'occasion. Et le dernier poche que j'ai reçu, et pas des moindres, j'ai gardé le petit post-it dessus qui reste bien collé. J'essaie de le mettre ailleurs. C'est le tome 2 de la trilogie de Licanius de James Islington. Et là, c'est un écho du futur. Voilà, le premier était déjà bien costaud, le tome 2 va être pareil, vous voyez, il fait quasiment 900 pages. Voilà, on est pareil dans un monde d'heroic fantasy imaginaire où les mages les mages qui étaient très puissants ont abusé de leur pouvoir et du coup ils sont haïs par les humains, ils ont été détruits. Et ceux qui ont encore des pouvoirs sont cloîtrés dans une sorte d'académie. Et ils doivent passer un test pour pouvoir contenir leur pouvoir, sauf que notre personnage principal, Davian, malheureusement, sait qu'il ne va pas réussir cette épreuve, et il a peur parce que dans ce cas-là, on vous bride complètement, on vous enlève votre magie, vous êtes pas mort-vivant, mais vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même, et quelqu'un lui offre la possibilité d'un autre avenir. Chose qu'il va faire, on va suivre son meilleur ami aussi, sa meilleure amie qui sont dans la même académie, sa meilleure amie qui va arriver des trucs aussi assez graves, donc on va avoir leur histoire parallèle. On va suivre aussi un autre personnage qui se réveille complètement amnésique et recouvert de sang, et il se demande qui il est vraiment. Les premières personnes qui le rencontrent lui disent tu es un tueur très célèbre et on te craint, sauf que lui il a l'air plutôt gentil et... Et voilà, pas très méchant, mais bon, le problème c'est qu'il ne se souvient de rien. Évidemment, la route de ces personnages va se croiser. Dans le même temps, il y a eu aussi un mur qui a été construit par les mages pour repousser un général et son armée, il y a des siècles de cela. Sauf que celui-ci semble faire son retour, que personne n'écoute les mises en garde de ceux qui habitent près de ce mur de protection. Et que les mages très puissants qui avaient construit ce mur n'existent plus. Donc comment est-ce que ça va se passer, on ne sait pas trop. Avec ça, il y a des moments, des temporalités un petit peu transformées aussi, puisque il y a des moments où les personnages se retrouvent dans un lieu où il y a un décor imaginaire, mais le temps ne passe pas. Et on voit aussi des personnages qui semblent venir du futur, voire les mêmes personnages mais plus âgés qui viennent du futur. Voilà, il y a un petit peu de jeu comme ça sur la temporalité, d'où je pense aussi le titre Un écho du futur. Celui-ci, clairement, je vais le prendre en vacances. Voilà, c'est un poche, c'est facile à transporter. Bon, ok, il est gros, mais au moins, c'est très bien. Et puis, on va passer au livre grand format. Alors, j'ai reçu en jeunesse, que je vous montre un petit peu les jeunesses que j'ai reçues. En jeunesse, j'ai reçu de la part de Gulfstream, j'avais postulé en partenariat pour ce roman, le tome 1 de l'Odyssée d'étranges vents, La Dame sans déesse de Noémie Delprat, qui est toujours très très beau. J'aime beaucoup les couvertures chez Gulfstream. Là, c'est pareil, on va être dans un monde imaginaire, mais je crois que l'héroïne est en fauteuil roulant, si je me souviens bien. Il sort le 20 août, je crois, ce roman. Bon, j'ai même plus le communiqué de presse. Je ne sais pas si je l'ai eu avec celui-ci, mais ça doit être le 20 août.
Neila est une paria sur la cité-État de Brumerock, une île au-dessus des nuages. Lors des précédentes célébrations de la Grande Migration, elle n'a jamais pu se lier à une créature céleste censée déterminer sa place dans la société. Privée de l'usage de ses jambes, la jeune fille serait en effet condamnée au sol, rejetée par les déesses, les baleines nobles, créatures entre toutes. Neila n'a qu'un seul trésor, son petit frère adoptif Brewen, arrivé de manière inexplicable sur l'île 4 ans auparavant. Alors quand celui-ci disparaît pendant la Grande Migration, Neila se lance corps et âme sur ses traces. Aidée par Glenn, un navigateur cartographe providentiel, elle brave tous les interdits, brise toutes les lois pour retrouver Brewen. Je ne vais pas en dire plus. Donc apparemment, voilà, vous avez des baleines comme ça, mais qui sont dans le ciel, qui sont des sortes de divinités. C'est assez jeunesse, hein, je crois que c'est à partir de 9 ans, 9 ou 12 ans. Je ne sais plus trop, j'ai pas eu de communiqué de presse avec. Pas mal, vous avez les cités-États ici. Donc je pense qu'il va bien se lire aussi celui-ci. Pour rester dans de la jeunesse, c'est beaucoup de... Ouais, c'est quasiment que de la jeunesse que j'ai reçu. J'ai reçu aussi Welcome Home de Catherine Dabadi par Actes Sud Junior. Actes Sud Junior, il m'envoie. En fait, il m'avait contacté pour lancer leur collection nocturne, qui est une collection d'épouvantes pour les jeunes adultes, enfin young adultes. Et du coup, de temps en temps, ils m'envoient aussi en service de presse leurs autres romans. Et là, donc on nous dit, après 3 ans dans un établissement pénitentiaire, Moll, 17 ans, est bien décidée à reprendre sa vie en main. Elle retrouve sa sœur Chrissy et son neveu Jack et cherche du travail dans la petite ville du nord des États-Unis, ravagée par la crise des opioïdes. De la drogue, hein, on va faire simple. Mais son retour est mal vu. Moll, rattrapée par son passé, se heurte au désir de vengeance d'une vieille connaissance. Pour les siens, elle doit tenir bon et s'accroche aux paroles du directeur de la prison à sa libération. J'ai confiance, Moll, tu vas y arriver. Libre, mais à quel prix? C'est un roman très court, donc il va aborder ce sujet effectivement de la réinsertion. Ce qui m'étonne, c'est que l'héroïne, à 17 ans, quand elle sort de prison, elle me paraît quand même assez jeune pour avoir fait de la prison. À la limite, un bâtiment pour les mineurs qui sont en difficulté, ça existe, mais normalement pas la prison telle qu'elle, même aux US, moi je sais pas trop. On verra bien. Celui-ci, c'est pareil, il va m'accompagner en vacances. C'est le tome 2 de La Voix de Laurée. Alors, c'est L'As de la Justice de Marie Fabre. C'est toujours chez Naos. Et comment dire, j'avais adoré le tome 1. On va suivre Hatcher, qui est un jeune journaliste. Il n'y a pas longtemps qu'il a intégré un journal pour lequel il rêve de travailler depuis des années. On est dans un monde qui mélange assez steampunk. Hein, c'est une ville imaginaire. C'est Bohème, je crois, le nom de la ville, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Bohème qui est la capitale de Victoria. Et oui, ça fait assez steampunk, ça fait penser au Londres de la fin du 19e siècle avec ces usines qui polluent, ces personnes qui s'enrichissent, mais en même temps, il y a beaucoup plus de pauvreté. Il y a toutes ces personnes qui viennent de la campagne pour essayer de trouver du mieux dans la ville, qui sont exploités, qui vivent dans des quartiers insalubres, dans une pauvreté incroyable. Et là, c'est d'autant plus grave que dans le tome 1, en plus, les classes, voilà, le quartier des pauvres est touché par une maladie dont on ne connaît pas les origines, qu'on n'arrive pas à soigner. Et seul un médecin, un homme inconnu, vu comme un héros par les habitants, voilà, les plus pauvres, arrivent à les soigner, mais on ne sait pas qui c'est. Dans le même temps, il y a tous ces industriels qui ont exploité ce qu'on appelle l'oré, qui est un métal très très précieux puisqu'on peut en retirer énormément d'énergie. Donc ça leur a permis de bâtir leur richesse sur ce métal, sur l'exploitation des autres aussi. Et un tueur en série sévit parmi eux et les tue les uns après les autres. Donc Hatcher évidemment aimerait enquêter sur ce qui se passe auprès de ces hommes riches, surtout qu'il a déjà ses entrées dans le monde des riches grâce à une jeune femme qu'il fréquente. Bon, malheureusement, son chef ne lui accorde pas ça, il est trop débutant, mais par contre il lui dit: tu vas aller interviewer, faire le portrait du fils aîné d'un de ces riches industriels, et tu vas faire sa connaissance. Donc il va aller à la rencontre de Willem, qui est le fils aîné d'un de ces riches industriels. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, le personnage de Hatcher, c'est pas celui qui m'a le plus davantage. C'est ce qui est bien fait, je l'ai déjà dit, hein, je vais encore le répéter, mais je trouve que la psychologie des personnages est vraiment bien travaillée, c'est-à-dire qu'ils sont en demi-teinte, ils sont pas
tout blanc, tout noir. Hatcher, il est quand même très ambitieux. Alors on comprend pourquoi après aussi. Pareil, je trouvais que la façon dont il traitait parfois la jeune fille qu'il fréquente n'est pas top, mais elle a aussi ses travers. Enfin voilà, pour des êtres humains tout simplement qui ne sont pas parfaits. Et j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Et c'était vraiment intéressant de les suivre et j'ai adoré le personnage de Willem, hein, ce jeune homme de bonne famille qui n'est pas du tout celui auquel on s'attend. Voilà, on pourrait croire qu'il est privilégié, tout ça, mais bon, c'est loin d'être complètement le cas. Et puis il y a ce tueur en série qui sévit et en même temps ce médecin qui aide les plus pauvres. Voilà, certains y ont trouvé aussi une certaine ambiance à la Sherlock Holmes puisqu'il y a des enquêtes, puisqu'il y a ce Hatcher qui est quand même un esprit de déduction très, très affûté. Willem aussi, d'ailleurs, à un moment, il y a vraiment des joutes verbales entre les deux. Ces deux esprits, vraiment, deux intelligences hors normes qui se croisent. Et j'ai beaucoup aimé la rencontre de ces personnages. Et franchement, à la fin du volume 1, je me suis dit, mais vers où on va aller, vu ce qu'il se passe? Voilà, j'ai échafaudé plusieurs théories. Effectivement, on va être dans une ellipse temporelle, telle que je le pensais. On va être 7 ans plus tard, en fait, dans ce tome 2. Voilà, je voyais bien arriver quelque chose comme ça et je me demandais, vu ce qui arrive à la fin, est-ce que les personnages qu'on a vus dans le premier vont peut-être passer au second plan pour mettre en avant d'autres personnages? Alors je pense que non, il y a des personnages qui arrivent tout à la fin ou qui n'étaient que secondaires dans le tome 1 qui vont être remis en avant pour le tome 2. Bon voilà, celui-là, il sort le 20 août aussi, je vais l'embarquer parce que voilà, j'ai hâte de savoir la suite. Je pense que ça va se dévorer. Alors, j'avais demandé à l'autrice, mais évidemment, j'ai oublié. Je ne sais plus si c'est une trilogie, une quadrilogie. Je ne sais plus. Il y aura 3 volumes, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, encore un qui va me suivre en vacances. J'ai reçu aussi de la part de Joe Collin, avec qui je suis en partenariat cette année, son dernier roman, Faester Thomas, Les Assassins du Royaume Pourpre, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en parle dans un vlog d'ailleurs. Je crois que je suis sur un coup de cœur là quand même. J'ai adoré l'univers qui est construit en fait. Il est assez sombre en plus comme univers, chose que j'avais pas l'habitude de voir dans les autres romans de Joe Collin. Alors, je suis loin d'avoir lu tout ce qu'elle a écrit, hein, mais c'est vrai que j'avais jamais vu autant de noirceur. Vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est assez sombre quand même. Quand on autopsie un peu les recoins les plus obscurs de l'âme humaine. Et là, ça m'a vraiment énormément plu. J'aime beaucoup. C'est pareil, on est dans un monde, alors à la fois qui est assez contemporain. Je pense que je classerais peut-être ça au début 20e siècle, milieu 20e siècle, puisque les femmes s'habillent quand même en pantalon. Il y a des téléphones, il y a des microfilms. Bon, il y a des petits aspects comme ça qui font assez contemporain et en même temps on est dans un monde qui pourrait faire penser à Louis XVI par exemple, puisque les nobles, les riches portent encore des costumes, des robes à panier, des corsets. Voilà, donc on a un petit peu voilà, le mélange de ces deux univers qui est bien fait. Et on va suivre deux personnages. Alors on va suivre Aster qui est prisonnier dans... alors, c'est pas un opéra, c'est dans le... c'est pas noté, bon, si ça doit être dans l'opéra, enfin, dans l'opéra de la capitale, et il est obligé de tuer, enfin, il est obligé de suivre les ordres d'un supérieur. On ne sait pas trop ce qu'il a amené là, il est masqué en plus. Et puis on va suivre Georgia. Alors Georgia, elle vit plutôt dans les quartiers pauvres, elle est souffleuse, c'est-à-dire qu'elle a un appareil photo et des lunettes spécifiques qui lui permettent de voir le souffle, l'âme en fait, ou un souffle qui sort du corps des gens quand ils meurent. Donc c'est autant dire que c'est pas des gens qui sont super bien vus puisqu'on on pense qu'ils apportent la mort avec eux, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, on pense qu'ils apportent la poisse, la mort, donc ils sont pas très bien vus et leurs chemins vont se rencontrer, notamment par le biais de la sœur de Georgia qui, elle, est chanteuse, enfin, aimerait devenir chanteuse à l'opéra. On est dans un monde alors qui a été séparé du reste de l'univers suite à une guerre entre fae et humains. Les fae ont essayé de réduire les humains en esclavage, de les tuer jusqu'à ce qu'il y ait
plusieurs faées qui tiennent avec les humains, qui les aident, et notamment un faé en particulier est devenu le roi en créant un royaume pour les humains. Il a coupé ce royaume du reste du monde, c'est-à-dire qu'il a mis tout autour des barrières qui se représentent sous forme de brouillard, où il y aurait des créatures dans ce brouillard très dangereuse. Donc certaines personnes sont curieuses de savoir ce qui se passe au-delà des frontières, mais en même temps c'est apparemment très très dangereux. On ne sait pas ce que sont devenus les faées. Par contre, il y en a plusieurs qui sont restés avec les humains. Il y a le roi qui est resté et 10 autres chevaliers. Et ça s'est passé il y a plusieurs siècles, et petit à petit leur sang s'est dilué. Ils ont épousé des humaines, qui ont épousé voilà, des humains, etc. Donc certaines familles portent encore de la magie en elles. Le seul problème, c'est que pour pouvoir déclencher votre magie, il faut procéder à une cérémonie, et cette cérémonie elle coûte très très cher. Donc évidemment, même si vous êtes un descendant de faées, si vous êtes pauvre, vous ne saurez jamais que vous avez du pouvoir. Si vous ne connaissez pas vos ascendants, vous ne saurez jamais non plus que vous avez du pouvoir, parce que vous n'avez pas les moyens de payer cette cérémonie. Et puis en même temps, il y a le dernier roi qui est obligé de rester dans son palais. S'il quitte le palais, les barrières qui protègent les humains peuvent s'effondrer. Son fils, enfin sa mère, enfin il était marié, sa femme s'est enfuie quand elle était enceinte, parce qu'elle ne voulait pas que son fils soit prisonnier de ce château, même si un jour, comme il est le seul descendant du roi, il va devoir y retourner et prendre la succession de son père. Mais pour l'instant il vit à l'extérieur. Donc on voit aussi le parcours du prince. Bon, évidemment tous ces personnages vont se retrouver sur la même voie. Il y a des choses qui vont les lier. C'était plein de plot twists, c'était vraiment super intéressant. L'univers est sombre, les personnages sont bien travaillés, les personnages secondaires ont toute leur importance aussi. Enfin, vraiment, j'ai passé un coup de cœur avec ce roman, mais bon, je vous en ai déjà parlé en vlog, donc je ne vais peut-être pas vous en reparler ici. Ensuite, j'ai reçu, alors c'est de l'auto-édité, L'envers de la vie de Gaëlle de Bernède. Apparemment, l'autrice c'est américaine, oui c'est ça. Et là on est dans un roman, alors, je sais pas, assez étrange. Je pense qu'il y a du fantastique, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais ça m'a tenté quand même quand j'ai vu le résumé. Praia de Préval, décoratrice d'intérieur, n'était jamais censée se réveiller dans le corps d'un autre. Pourtant, après un brutal accident survenu dans les rues de Paris, elle se retrouve piégée dans la vie d'un inconnu, un homme d'affaires américain. Propulsée dans un entre-deux-mondes, ni tout à fait ici, ni vraiment ailleurs, et sur lequel elle n'exerce aucun contrôle, elle doit alors affronter les fragments de sa vie d'avant, et surtout des parts d'elle-même qu'elle avait enfouies. L'envers de la vie, roman teinté de surréalisme, aborde en filigrane des thèmes profondément humains avec une intensité émotionnelle saisissante. Ouais, donc c'est assez étrange, la couverture est aussi assez étrange. Ce que j'aime bien, c'est que le papier est glacé. On n'en voit plus tellement, ça, des livres avec du papier glacé comme ça. Voilà, donc je vous avoue que ce côté, effectivement, ou changement de corps, ça m'avait pas mal attiré. Ensuite, j'ai reçu, surprise de la part des éditions Bragelonne, mais de Hauteville, puisque ça appartient au même groupe, Ingrid Desjours, la Capucine la Douce, votre nouvelle meilleure amie, mais pas celle de votre mari, où on va suivre alors cette fameuse Capucine la Douce qui a mis en place une to-do list de l'apprentie meurtrière. Donc se forger une bonne couverture, pour cela accepter le premier job venu, même si ça consiste à tirer les cartes et qu'on a zéro intuition, d'où je suppose le jeu de tarot qu'on voit ici sur la couverture. Ne pas tomber amoureuse de son patron. Je répète, ne pas tomber amoureuse de son patron. Troisièmement, se fondre dans le décor et se rapprocher de ses nouvelles voisines, devenir leur meilleure amie. Ensuite, empêcher un féminicide par tous les moyens. Si ça se trouve sur Google, le manuel du crime parfait. Et se retrouver face à un adversaire encore plus redoutable qu'on ne l'imaginait, craindre pour sa propre vie. Alors, on est dans un cosy crime avec Capucine la Douce, une justicière mortelle. Donc je pense qu'on va être dans l'humour, même si on aborde des sujets qui sont dans le féminicide, qui ne sont pas forcément très rigolos. Mais je pense qu'on va être dans quelque chose d'assez humoristique. Et puis, on l'a Bragelonne, alors je ne sais pas s'il l'avait fait les fois d'avant, j'ai pas fait attention. Mais là, quand ils nous ont envoyé voilà, les livres qu'ils allaient sortir en août, on pouvait demander ceux qui étaient sur la liste, ceux qu'on voulait ou pas. Et ils avaient noté qu'on pouvait, si on n'avait pas les premiers tomes de certaines séries, on pouvait les demander. Donc moi j'avais demandé Miss Percy, puisque j'avais ni le tome 1 ni le tome 2, et le tome 3 sortait au mois d'août. Bon, le truc c'est qu'ils m'ont
J'ai le tome 3 et le tome 2, mais ils m'ont pas envoyé le tome 1. Et si j'avais su, je me le serais acheté à la limite, quoi. Mais là, je pars en vacances, donc je vais pas l'acheter tout de suite. Alors, Miss Percy, alors là, c'est le tome 2. Le guide de voyage de Miss Percy à la recherche de dragons sauvages en terre galloise de Kenby Olson. Là, vous avez le tome 3, c'est le guide complet de Miss Percy pour la réintroduction des dragons. Mais bon, je vais pas trop vous lire, je sais plus trop, parce que je vous avoue que Miss Percy, c'est sorti un peu en même temps qu'un roman de chez Verso, Tante Dimitri. Et j'ai tendance à confondre les deux. Bon, ça raconte pas la même chose, hein. Alors je ne sais plus pourquoi. Le premier, ça doit être un rapport avec les dragons, mais j'ose pas trop lire les quatrièmes de couverture non plus pour pas me spoiler. Mais voilà, du coup, bah, je me dis, bah tant pis, parce que je les aurais bien pris en vacances, parce que je me dis, ça, c'est des lectures de plage qui doivent être assez cool quand même. En même temps, je me dis, j'ai intérêt à prendre des romans un petit peu plus gros, parce que sinon, je vais me retrouver avec 36 000 livres. Bon, ça je sais pas comment je vais faire ma valise de livres. On verra après, mais bon, en tout cas, si, au pire, je l'achèterai. Ou alors, ça va arriver plus tard, je ne sais pas, des fois, ça arrive avec Brajolon. Hein, je l'avais plus tard, ou parfois, ils oublient, il faut aussi leur rappeler. Mais là, normalement, c'est envoyé. Et j'en ai encore un dernier que je dois vous montrer, que j'ai laissé là-bas. Donc, le dernier que je vous ai à vous présenter, c'est Ainsi vient la nuit de Alison Saft aux éditions Big Bang. Alison Saft, c'est elle qui avait écrit La chasseuse et l'alchimiste. Ici, on va suivre Vraine qui a un don de guérisseuse, elle a la magie de la guérison. Elle est aussi la nièce bâtarde de la reine. Malheureusement, le royaume où elle vit et un autre royaume commence à rentrer en guerre. Enfin, ça commence à être très tendu, même si un pacte avait été mis en place. Ça commence à être très très tendu entre les deux royaumes et elle et une autre guerrière était chargée d'espionner plus ou moins, de prendre des renseignements pour savoir ce qui se passait au niveau de la frontière, notamment parce qu'il y a beaucoup de soldats qui disparaissent. Et malheureusement, Vraine a tendance à être assez impulsive, à faire, voilà, à ne pas obéir aux ordres, et de fait, elle se retrouve mise à pied par la reine, qui ne peut pas la saquer en fait, même si elles sont du même sang. Bon, je ne vais pas trop vous rentrer dans les détails du pourquoi, pas trop, pour ne pas trop spoiler non plus. Et Vraine se retrouve dans le monastère dans lequel elle a grandi, ce qui l'enchante pas trop. Et elle a une proposition d'un troisième royaume qui jusqu'ici était resté neutre dans les guerres, où un duc très connu pour ses frasques, ses aventures amoureuses, bon bref, c'est voilà, toutes les conneries que peuvent faire les nobles qui n'ont rien d'autre à faire. Voilà, il l'appelle au secours en lui disant que tous ses serviteurs sont en train de mourir et il voudrait qu'elle vienne l'aider. Et puis évidemment, elle va avoir une surprise en arrivant là-bas. C'est-à-dire, c'est marqué sur la quatrième de couverture, je spoil rien là, c'est-à-dire que quand elle va arriver là-bas, il faut quand même arriver à près de 150 pages pour le savoir, mais bon, c'est pas grave, elle va tomber sur un homme qui fait partie de l'Empire ennemi. Voilà, je vous en dis pas plus. Franchement, ça se lit très bien. C'est le premier Alison Saff que je lis. Franchement, il se lit bien. J'aime bien. C'est assez fluide. Les différences entre les royaumes se comprennent bien. Il y a aussi un début de relation entre Vraine et sa coéquipière, même si c'était ça commence à supérieur hiérarchique, mais voilà, c'est pas mal fait. Oui, on sent toute l'impulsivité du personnage, en plus qu'il en fait un peu qu'à sa tête, et du coup, ça lui joue quand même pas mal de tours, mais bon. Après, évidemment, si elle restait sagement à obéir à la reine, il n'y aurait pas de récit non plus. Ce serait pas intéressant, mais en tout cas, pour l'instant, ça se lit très bien. Je suis pas sûre que je l'aurai fini avant de partir en vacances, donc je vais l'emmener avec moi, mais je vais bien le protéger pour pas l'abîmer. Et puis maintenant, bah, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté durant ce mois de juillet. Alors, juillet a été une véritable hécatombe au niveau des achats, puisque j'ai eu 2 fois des promos par Momox. Il y a du Vinted aussi, donc bah, je me suis encore bien lâchée. Mais bon, je pense que je vais revoir un peu tout ça à la rentrée parce que c'est plus possible. Je vais vous montrer d'abord mes graphiques. Alors, le tout premier, celui-ci, par contre, c'est un achat neuf, mais il me faisait trop envie. Je l'avais repéré quand j'avais fait une vidéo sortie. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, c'était en mai ou en juin. Puis j'avais vu une bonne review dessus sur Instagram, du coup je l'ai pris. C'est Origine, c'est chez 404 éditions. Bon, il y a une liste d'auteurs pas possible, donc je ne vais pas tout vous énumérer. En fait, on est dans le futur et les humains n'existent plus, mais il y a une robot, une intelligence artificielle qui, alors je ne sais pas si elle a
si elle a reconstruit un homme d'elle-même ou si elle a permis à un homme de rester en stase. Mais voilà, elle permet à un homme de se réveiller, sachant que cet homme, si je me souviens bien, ouais, c'est ça, c'est lui qui est la cause apparemment plus ou moins de la disparition de l'espèce humaine. Donc voilà, le dessin est juste superbe, c'est assez coloré à l'intérieur. Ouais. Après, c'est le ticket de caisse qui vient de tomber. Voilà, j'aime beaucoup. Donc évidemment, je me suis laissée tenter. Mais bon, j'avoue que le sujet, les dessins, tout ça, ça me tentait pas mal. Celui-ci, bah, comme j'ai eu l'occasion de le feuilleter, Jodie, les livres de la crypte, on a beaucoup parlé, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai pu le feuilleter chez Cultura quand je l'ai vu du coup chez Momox en commande d'occasion. Je l'ai pris, c'est Dragon Head, alors de Minetaro Mochizuki. Je suis désolée pour la prononciation de Pika graphique. Ça a l'air, les dessins, j'avoue quand j'ai feuilleté les dessins, voilà, enfin, voilà le genre de dessin. En fait, je crois que c'est un accident de bus. C'est des jeunes japonais non, ils sont en train vers Tokyo et il y a un terrible accident et il y a 3 jeunes, alors je sais pas s'il y a des garçons ou des filles dedans, mais 3 jeunes qui s'en sortent vivants. Et apparemment, je ne sais pas si on va être dans un trip destination finale avec la mort qui les poursuit ou autre chose. J'ai trouvé les dessins d'un sombre. Alors je pense qu'ils essaient d'abord de sortir du tunnel, d'après ce que je vois, mais ça me tente tellement. Mais il y a je ne sais plus combien de tomes, et c'est que des gros tomes comme ça. Ça, c'est que le volume 1, donc costaud quand même. Je me suis acheté, je l'ai montré en vlog aussi, Under the Oak Tree, sous le vieux chêne. Alors, le dessin, c'est marqué P, tout simplement. Scénario Namu et œuvre originale de Suji Kim. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est coréen ou chinois. Voilà, là, on est... j'adore le Jaspage. On est vraiment... moi, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Mais on est vraiment dans une romance. Hein. Peut-être un peu cucu, mais moi, j'adore. J'ai commencé à le lire. Hein, j'ai hésité à le prendre, j'en ai discuté qu'une collègue m'a dit ouais c'est un peu redondant, elle les a lus en anglais sur une plateforme anglaise. Bon, quand j'ai vu le livre, j'ai craqué, j'ai pas su résister. Voilà. Ensuite, bon évidemment pour continuer la série, j'ai pris Seule la mort attend la vilaine de Suol. Je n'ai toujours pas commencé la série, enfin, j'avais lu les premiers épisodes sur Dailytoon je crois. En plus dans celui-là il y avait un beau marque-page, non deux beaux marque-pages. Ils sont trop beaux. Vous savez qu'il y a des gens qui les revendent sur Vinted, dans les marque-pages. Moi, je les garde, mais voilà. Donc, on est toujours dans un isekai où on a l'héroïne qui se retrouve, une héroïne contemporaine qui se retrouve plongée dans le jeu dans lequel, enfin, le jeu avec lequel elle joue, dans le jeu vidéo avec lequel elle joue, pardon, je vais y arriver. Sauf qu'elle se retrouve dans la peau de la méchante de service et qui est appelée à mourir très vite. Sauf qu'elle ne sait pas si elle va vraiment mourir, si elle se fait tuer dans ce monde. Donc elle fait tout pour survivre. Bon, il y aura de la romance, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on va plus loin. J'ai pris Land aussi. Alors là, c'est de Kazumi Yamashita chez Mangetsu. En fait, comme je suis partenaire Bargelone et que Mangetsu appartient aussi à Bargelone, il m'avait proposé de recevoir le tome 10, qui est le dernier tome, mais je n'avais pas les autres tomes, et je me suis dit, même si je les achète, que je les trouve d'occasion, je suis tant de les lire, ça va faire trop tard. Mais j'avais bien mis dans un coin de ma tête parce que ça me tentait énormément. Ça a l'air comme ça tout mignon. Mais en fait, ça m'a étonnée parce qu'ils avaient mis ça dans les propositions horreur. Je vois l'image, je me dis mais non, en fait. Mais si, c'est assez horrible puisque on est dans un village assez reculé où les gens sont obligés de sacrifier un de leurs enfants au dieu. Et on va suivre des jumelles, donc l'une disparaît, doit être certainement sacrifiée, et l'autre va décider de partir à sa recherche dans le royaume des bons. Donc on est tous sauf dans du truc vraiment bisounours. Vous voyez, voilà, ça me tentait beaucoup. Je vais essayer le tome 1, je pense pas que je vais me précipiter tout de suite sur la suite, je vais d'abord lire tranquillement ce tome 1. Et là, sur ça, j'ai fait ma blonde puisque j'ai acheté 2 fois le même livre. En fait, enfin, je pensais que c'était un roman, enfin, c'est un roman graphique. Le tome 2 sort là au mois d'août et je ne connaissais pas l'histoire. C'est aux éditions Les Mondes Flottants, je crois, ou Les Mondes Flottants. Où est-ce que c'est noté? C'est pas noté. Édition intégrale. Ça doit être Les Mondes Flottants, je crois. Et c'est plus ou moins une suite puisqu'on retrouve le même personnage.
Et ça me tentait beaucoup. Et j'ai vu qu'ils étaient voilà, vendus sur Momox. Et je sais pas ce que j'ai cliqué 2 fois au lieu d'une fois. Bref, j'ai fait ma blonde. Voilà, c'est La chute d'Antémisa. Alors, c'est de Gustave Auguste. Bon, ça, moi, je pensais que c'était un roman. Alors, ça se présente comme ça. Vous allez le résumer comme ça. La jaquette, qui est assez belle quand même. Et puis, vous avez le livre, on dirait presque un manga comme ça. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, vous avez, voilà, ça se présente comme ça. Alors, vous avez des passages, quand même, pour moi, ça fait vraiment très roman graphique parce qu'il y a énormément de texte. Puis vous avez des images sans texte. Bon, j'avoue qu'à la base, il est vendu très cher quand même, hein. Je crois qu'il est à près de 30 euros, si je ne dis pas de bêtises. J'ai essayé de vous retrouver le prix. 30 euros tout pile, oui, c'est ça. Donc là, je l'ai payé, je peux payer très cher, hein. Je l'ai payé en dessous de 20 euros, donc bah, j'étais très contente. Après, voir si ça tient ses promesses. Mais les mondes flottants, le nom dit quelque chose, mais j'avoue que je ne sais plus trop où j'en ai entendu parler. Je vais vous présenter un petit peu les poches que j'ai achetées, les petits livres. J'ai pris, tout est mélangé, hein, c'est ouais, c'est que de l'occasion, là, je crois. Ouais, c'est de l'occasion aussi. J'ai pris La Grande Porte de Frédéric Paul. En fait, j'en ai entendu parler sur le site de Nemos, puisqu'ils ont ressorti une intégrale. Donc, j'avoue, ça m'a intéressé. Alors, c'est une vieille édition de J'ai lu. Alors, c'est bien. Le seul problème, c'est que c'est vrai que c'est écrit tout petit. La Grande Porte, c'est un astéroïde construit par la très avancée civilisation des Hitchis. Ils ont disparu, les Hitchis, mais sur place sont restés des astronautes programmés pour se rendre un peu partout dans l'univers. Venus de leur planète bien polluée, des terriens s'embarquent. Selon la destination, ce sera la fortune, la démence ou la mort, un risque. En fait, c'est ça. Il y a des humains qui prennent des navettes à partir de cette autre civilisation, mais ils ne savent pas trop où ils vont se retrouver. J'avoue que ça, voilà, ça me tentait beaucoup. Alors, c'est très cheap, hein, l'ancienne couverture. J'ai pris aussi Le Refuge. C'est pareil, je l'avais repéré dans une des sorties de Alain Beaulieu. C'est sorti en poche. C'est chez Piccolo Noir. On va suivre Antoine et Marie qui rêvaient de s'installer dans un chalet auprès d'une montagne. Vous savez, voilà, moi j'adore les demeures isolées où il se passe des choses toujours pas top. Et un soir, ils se font agresser et Antoine tue leur agresseur. Et apparemment, il y a plein de choses qui vont découler de ça, notamment le couple et les secrets du couple. Bon, je me suis dit, allez, je tente. C'est des éditions Liana Levy, ça appartient à Liana Levy. Voilà. 9 en, parce qu'il existe en grand format aussi, mais 9 en poche, il coûte 11 euros. Bon, moi, j'ai trouvé d'occasion, donc j'ai payé moins cher. Celui-ci, ouais, depuis que je sais pas, j'ai fait une fixation sur celui-là, je failli le prendre plus d'une fois et là j'ai trouvé d'occasion. C'est Le Veuf Noir du Grand Canyon de Vincent Manilev aux éditions 10-18. Vous savez, c'est leur collection de True Crime. Et là, on va suivre un homme qui n'a pas de chance. Faut dire comme ça, il n'a pas de chance. C'est-à-dire qu'il vit avec une femme et elle disparaît du jour au lendemain. On le retrouve des années après et je crois qu'elle... alors je ne sais plus très bien. Elle tue ses enfants avant de se suicider. Ouais, non, c'est ça. Sa première épouse, voilà, elle tue ses enfants avant de se suicider. Ensuite, il se remet avec une autre femme, Sharon, mais Sharon tombe dans la dépression et Robert dans l'ennui. Ils divorcent en 87. Il rencontre Donna, un professeur d'aérobic, mais pas de chance, en avril 93, sur les sentiers du Grand Canyon, Donna chute d'une falaise et meurt. Voilà, donc apparemment, c'est 3 femmes qui disparaissent. Donc au petit bout d'un moment, la police finit par se poser des questions. Donc nous, on se doute bien qu'il doit être coupable, mais je serais curieuse de connaître l'enquête et comment ils en sont arrivés à trouver que c'était lui le coupable. Et quand même, faut le faire, hein, 3 épouses, 4 meurtres, une vie de mensonge. C'est quand même fou, quoi, que le mec il ait réussi à s'en sortir sur autant d'années. En poche toujours, j'ai pris Papillon de nuit de David Bello aux éditions Tornadas. Le résumé me hypait fortement. On va suivre Tiffany Malcolm qui est une photographe. Malheureusement, quand sa fille de 7 ans disparaît, elle sombre dans l'alcool et la drogue. Son dealer lui propose d'essayer une toute nouvelle drogue. Celle-ci la transporte, alors je crois que c'est au 19e siècle. Ouais, dans les années 1800, alors qu'un tueur en série sévit et qu'il tue notamment des enfants. Et elle est persuadée
enfin, se trouve projetée. On ne sait pas si elle est vraiment projetée au 19e siècle ou si c'est la drogue qui lui fait ça, mais elle est persuadée que cet homme est aussi l'assassin de sa fille. Alors, folie, abus de drogue ou réalité, est-ce qu'elle se retrouve vraiment propulsée au 19e siècle? À ce moment-là, comment ce tueur a fait pour tuer sa petite fille qui vivait au 21e siècle? Je ne sais pas trop. J'avoue que enfin, le pitch me tentait énormément. C'est pour ça que j'étais trop contente de le trouver. Celui-ci, alors j'en ai entendu parler sur Bookstagram et bah, il y a même un article Bifrost. Bifrost, c'est le magazine qui est édité par Le Bélial, je crois, qui parle beaucoup de SF. Là, moi, je l'ai trouvé en poche, pareil, pas cher. C'est Membrane de Chitaway, je dois prononcer très très mal. On suit Momo, une jeune esthéticienne réputée mais solitaire et marginale qui vit dans une ville sous-marine d'un monde futur à l'écologie bouleversée. Ayant contracté enfant un virus d'un genre nouveau, il semble qu'elle ait subi de multiples transplantations d'organes artificiels. Dans ce monde où les corps, les identités et les sexes se métamorphosent et se réinventent, les humains sont-ils encore maîtres de leur mémoire et de leur avenir? Quel est le véritable passé de Momo? Les prodigieuses membranes dont elle fait usage dans son cabinet auraient-elles une fonction insoupçonnée? Je ne sais plus exactement ce que disait la chronique, mais ça m'avait donné très envie. En plus, si je ne me trompe pas de personne, c'est quelqu'un qui lit pas mal de SF, donc je me suis laissée tenter. Je continue ma collection des récifs de chez Argile, hein, qui sont des novellas assez courtes. Et là, j'ai pris le bracelet de Jade Mu Ming, 1640, 13e année du règne de l'empereur Shenzhen. Alors que la dynastie au pouvoir affronte de nombreux remous, la jeune Chen se rend accompagnée de son père à la foire des lanternes sur le mont du Dragon. Émerveillée par mille lumières, Chen s'égare et se retrouve face à un mystérieux commerçant qui lui offre un magnifique bracelet de jade. Le bijou exerce bientôt une grande fascination sur la jeune fille, au point que ses rêves la projettent dans un monde étrange. Voilà, donc c'est... j'ai pas encore, j'en ai trouvé plusieurs. J'en ai trouvé 3 qui étaient vendus par la même personne sur Vinted. Il y a celui-ci que j'ai trouvé en plus, je crois que je l'ai trouvé chez Momox aussi. Et j'ai le 4e, mais je l'ai reçu en août, donc ce sera pour le Bookhaul d'août. Et il y en a encore 2 qui vont sortir là bientôt au mois de septembre, toujours dans cette petite collection. Donc il faudrait quand même que je me mette à les lire pour me faire une véritable idée de ce que ça vaut. Là, alors c'est vrai que c'est un format poche, mais c'est des éditions Le Passager clandestin, qui est une ME indépendante que j'ai découverte. Je ne sais plus par quel biais. Je me demande si c'est pas Altaric qui en a parlé sur Bookstagram, qui fait des règles d'enfer, notamment sur l'ASF. Et du coup, je suis allée voir et Amazon m'envoyait vers d'autres livres du même style. Alors, ils ne sont pas forcément faciles à trouver. Alors après, sur le compte de l'éditeur, vous pouvez les trouver. J'étais contente d'en trouver un sur Momox, c'est le pense-bête de Fritz Leiber. Vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. Et le résumé est encore plus simple. En 1962, Fritz Leiber imagine l'humanité assistée par ordinateur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Le livre date évidemment de 1962. Je ne connais pas Fritz Leiber. C'est mis dans la collection 10 chroniques et science-fiction. Bon, il est très court, il va coûter cher. Voilà, ce sera un moyen aussi pour moi de connaître cette maison d'édition. Bon, j'espère que ça n'a pas trop mal vieilli, parce que bon, c'est vrai que depuis 1962, on a eu beaucoup d'avancées au niveau de tout ce qui est informatique, IA, ordinateur, mais on verra bien. Toujours, voilà, dans des formats plutôt petits et poches. Celui-ci, j'avais hésité à l'acheter, parce qu'en fait, il y a un roman chez Bragelonne, ils l'ont sorti cette année ou l'année dernière, qui se passe dans le même univers, qui est une sorte de suite. Je me dis, tiens, ce serait peut-être bien que je m'y intéresse. Et puis, Livre Romancienne en a beaucoup parlé. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a demandé si je l'avais lu. Bah non, je ne l'ai pas lu parce que je venais juste de le commander. C'est L'Ange de la Nuit de Brent Wicks. Donc, le Livre Romancienne a achevé de me tenter de l'acheter. Pareil, je l'ai trouvé d'occasion chez Momox. C'est La Voix des Ombres, le tome 1, Bragelonne. Et si je me souviens bien de ce qu'a dit Livre Romancienne, on suit un jeune homme qui vit vraiment, enfin un jeune garçon même, qui vit dans une pauvreté assez crasse et qui veut devenir l'assistant d'un assassin très connu. Mais bon, sauf qu'évidemment cet assassin ne s'encombre de personne, hein, parce que c'est comme ça aussi qu'il a survécu. Donc à voir, je vais essayer de le lire quand même pour me faire une idée, parce que vu qu'il y a, là ça doit être une trilogie, et il y aura certainement, il y a déjà le tome 1 qui se passe dans le même univers. Je ne sais pas si on va retrouver les mêmes personnages, je ne me souviens plus.
Mais voilà, en tout cas, il a rejoint ma palle, évidemment. Bon, moi, quand on... Voilà, je repère un truc et après on me dit c'est bien, j'ai du mal à résister. Celui-ci, je l'avais repéré depuis un moment. C'est en allant sur Vinted, en fait. Je l'ai vu plusieurs fois, mais là, je l'ai acheté chez Momox. C'est Les Oubliés de K.R. Alexander. Alors, c'est le livre de poche jeunesse. Ça doit être un peu horrifique, mais ça reste de la jeunesse. Josie et sa petite sœur s'installent chez leur grand-mère pour un séjour à durée indéterminée. La maison isolée, j'adore les maisons isolées, donne sur une forêt sombre et menaçante. Dès leur arrivée, leur grand-mère impose des règles strictes. Ne jamais traverser les bois. En plus, il y a des bois autour de la maison. Ne jamais laisser entrer une poupée dans la maison. Si c'est Annabelle, on comprend pourquoi. Ne jamais ouvrir les fenêtres après le coucher du soleil. Bon, franchement, comment passer à côté de ça? Mais Josie oublie vite ses consignes et chaque nuit, elle fait le même rêve inquiétant. Une voix d'enfant l'appelle à l'aide. Elle n'a plus qu'une idée en tête, fuir. Mais il est peut-être déjà trop tard. La cover, franchement, elle est d'enfer. Non, mais trop bien, quoi. Je suis super contente d'avoir... Ah, ils ont toutes leurs collées. Ah bah c'est marrant parce que je les ai tous repérés, ces livres-là. En fait, j'avais pas vu que c'était la même collection. Celui-ci, je l'ai. C'est Celle qui marche la nuit. Fille des cauchemars, il est dans ma wishlist. Shadow House aussi et Hazelwood aussi. Bon, excusez-moi pour cette petite coupure, mais j'ai entendu du bruit. Je me suis demandé ce qui se passait. Je vais passer déjà à ceux qui sont un petit peu plus gros en termes de format. Oui, c'est un beau col sous format aujourd'hui. Alors celui-ci, je crois que c'est la chaîne Barocco qui en a parlé, mais je ne suis plus sûre. Je l'ai mis dans ma wishlist. Et pour Qui s'avance la nuit de Claire Conruit aux éditions de l'Observatoire, que je ne connais absolument pas, mais c'est bien, ça fait découvrir d'autres choses. Il y a quelque chose de magique à Siena, Pierre le Sang. Le garçon voit bien l'effet étrange qu'ont l'île, ses ruines et ses criques hantées sur son petit frère, le délicat Orphée, et surtout sur sa mère. Car c'est à Siena que la sibylline Bérénice quitte ses oripeaux de tristesse pour devenir la danseuse flamboyante que les deux enfants vénèrent. Il y a quelque chose de tragique à Siena, lorsque les lieux menacent d'engloutir Bérénice. Orphée, lui, sait comment la sauver. Commence la quête éperdue d'un petit garçon pas comme les autres, prêt à braver tous les fantômes pour sa mère adorée et de son grand frère qui a juré de le protéger. Mais l'île a des défis pour les rêveurs. Sa mère belliqueuse, ses loups chassant les fans égarés et autres créatures de la nuit, pas tout à fait de notre monde. Les rêves sont parfois des cauchemars. Bon, la couverture est un petit peu vieillotte, mais bon, je pense qu'il y a un petit côté gothique, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter aussi. Celui-ci, je ne sais plus qui est-ce qui en a parlé. C'est peut-être Jodie aussi, des livres de la crypte, je ne sais plus. C'est Carpath de Liliana Lazare. Là, c'est la vieille édition de chez Plon. Ça doit être sorti en poche aussi. Et puis les Carpates, c'est le pays de Dracula, hein, donc je pouvais qu'être tentée. Un voyage dans les Carpates ne s'improvise pas. Piégés par la neige au cœur de la montagne roumaine, Jeanne et Boris, un couple de Français, trouvent refuge dans un étrange hameau, appelé la Colonie, dirigé par des femmes. Alors qu'ils se croient sauvés, débute une plongée vertigineuse dans le monde des vieux croyants. Une communauté aux lois archaïques qui protège un impensable secret. Voilà, donc c'est assez flippant quand même, hein, j'avoue que ça me tentait beaucoup. J'ai commencé par celui-là. J'ai vu que la médiathèque départementale auprès de qui j'emprunte souvent des livres à d'autres romans de cette autrice sont plus. Donc c'est super, ce sera une découverte. Celui-ci, je suis contente de l'avoir acheté d'occasion parce qu'il coûte 21,50 €. Franchement, il n'est pas... voilà l'épaisseur. C'est Les Indignes de Agustina Batsterica. Je dois très mal prononcer chez Flammarion. Franchement, c'est un petit peu abusé quand même. C'est quand même assez, voilà, c'est quand même assez espacé. Mais bon. Bref, au sein de la maison de la sororité sacrée, les coups de fouet de la redoutable sœur supérieure rythment le quotidien strictement réglé des indignes. Pétrie de jalousie, elles se tentent des pièges cruels dans l'attente de savoir qui sera la prochaine heureuse élue à rejoindre les illuminés. C'est le vœu le plus cher de la jeune femme qui raconte cette histoire, au fil d'un journal dans lequel elle s'épanche nuit après nuit au péril de sa vie. Peu à peu lui reviennent en mémoire les souvenirs d'avant l'effondrement du monde, avant que la maison de la sororité sacrée ne s'impose comme l'ultime refuge. Bon, je ne vais pas en dire plus. Je trouve que ça a vraiment des vibes à la Servante écarlate, ce truc, même si ça a l'air assez différent, mais enfin quand même, on a ces femmes qui sont brimées. J'avoue que ça me tentait beaucoup. Ah, c'est elle qui a écrit aussi Cadavre exquis. Je crois que Jodie en a parlé aussi sur sa chaîne, il me semble. Mais je ne suis plus sûre. Après, ouais, je sais, ça va être super long. Mais je vous dis, je me suis lâchée et par 2 fois, moment que ça fait des promos, donc écoute, j'en ai profité. Alors, je pense que je vous l'avais dit, hein, mais les éditions Magic Mirror, qui est une émeu indépendante qui se spécialisait dans la réécriture de contes.
ferme ses portes aussi. Donc bah voilà, j'essaie de trouver un petit peu leurs livres quand même à droite à gauche. Bon, je ne vais pas tous pouvoir les acheter, et puis je ne peux pas tout acheter en même temps. Mais là, j'ai pris Tant que vole la poussière de Canre Valciano. Je ne sais plus sur quelle réécriture de conte on est. Je ne sais plus, je trouve que leurs couvertures sont vraiment très belles. Elle a grandi et est devenue mère, incapable d'affronter pleinement la réalité. Elle noie son mal-être dans l'opium. Il échappe aux affres du temps, se terre dans un quartier londonien sordide. C'est peut-être Peter Pan, je ne suis pas sûre. Rescapé de son excursion cauchemardesque dans le ventre du crocodile. Enfin, je pense qu'on est sur une réécriture de Peter Pan. Il attend son heure. Wendy Wilde, née Darling, est le capitaine James Hook. Ça va pas être autour de Peter Pan. Hein. Quand leurs chemins se croisent à nouveau, elle est dévastée par la disparition de sa fille et reste persuadée, envers et contre tous, que son enfant se trouve sur l'île de nulle part. Lui est porté par sa haine, il ne vit que pour sa vengeance contre le garçon éternel. Les deux anciens ennemis n'ont d'autre choix que de s'allier pour regagner le pays imaginaire. Bon, je ne vais pas en dire plus, c'est très long. J'aurais dû m'en douter, hein. En même temps il y a la fée Clochette là. Bref, mais enfin je sais plus, je m'étais demandé si c'était pas une réécriture de Barbe Bleue, mais non, c'est pas celui-ci, c'est un autre. J'ai pris, alors Josépha Juillet, j'avais rencontré aux Aliénales, et j'ai vu qu'elle écrivait aussi de l'ASF, du coup je me suis laissée tenter par celui-ci, Terre des Ombres, donc c'est le premier tome, La Nation des Bulles, c'est une trilogie, les bulles, immensité de verre suspendu où tout est réfléchi pour protéger ses habitants, les protéger des ombres. La guerre que mène l'impératrice et son commandant est sans relâche. Seules les chuchoteuses pourraient intervenir car elles connaissent le langage des ombres. Mais des chuchoteuses, il n'y en a plus, en apparence du moins. Adèle ne sait pas encore qu'elle en est une et qu'une mission qui la dépasse l'attend. Voilà, je me suis beaucoup laissée tenter. J'ai 3 romans de cette autrice maintenant dans ma palle, donc il va quand même falloir que je la lise. Ensuite, bon, celui-là, évidemment, vu le titre, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas passée à côté. C'est le livre des sorcières de C.J. Cook chez Hauteville. Pareil, acheté d'occasion. Hein. 4 siècles les séparent, mais un livre maudit les unit. Donc on va être sur une double temporalité avec des histoires de femmes, dont la première en 1594 sur les îles des Orcades, qui est condamnée pour sorcellerie. Les Orcades, c'est tout au nord de l'Écosse encore. J'aimerais bien visiter un jour ces îles, ça doit être hyper sauvage, ça doit être beau à voir. Et plus de 400 ans plus tard, Clem accourt au chevet de sa fille Erin, hospitalisée après avoir été retrouvée sur la plage de Finn Hallow aux Orcades. Le corps calciné de son petit ami a été découvert à ses côtés. Sa meilleure amie a disparu. Erin ne se souvient de rien et prétend s'appeler Nyx. En explorant les îles écossaises, Clem fait de troublantes découvertes. Ici, le traumatisme d'Erin était lié à une histoire très ancienne. Pour sauver sa fille, elle va donc partir à la recherche à faire une enquête. Il est très beau, il est magnifique celui. Franchement, il me tendait trop, c'est pareil, je l'avais repéré dans les sorties. J'aime beaucoup la bougie. Voilà, je l'ai vu, je ne suis pas passée à côté. Celui-ci, c'est pareil. Hein. C'est vrai que Charleston avait dit qu'il voulait se lancer un petit peu dans l'épouvante. Et notamment avec ce premier titre, Il était un loup de Hack Benedict. Donc là, on suit une jeune femme qui est autrice et elle est kidnappée dans un bois. Son kidnappeur se fait appeler le loup et lui impose un choix effroyable. Écrire des crimes inspirés de contes de fées, des récits qui prendront vie et entraîneront la mort de véritables personnes ou mourir elle-même. Voilà. Alors, est-ce qu'on est dans du thriller, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on va partir dans du fantastique? Est-ce que les récits peuvent vraiment prendre vie? Qui est ce mystérieux loup? Enfin, ça pose plein de questions. Je ne sais pas vers quoi on va aller. Encore une fois, on est dans des bois, dans un endroit isolé, avec voilà, une personne kidnappée, obligée devant un cruel dilemme, et on va parler des contes de fées. Bon, voilà, hein, tout ça, ça coche les bonnes cases pour moi. Je ne pouvais pas passer à côté. Celui-ci, c'est pareil, je l'avais mis dans mes sorties, dans une vidéo sortie. Me tentait beaucoup, c'est pareil. Il n'est pas très gros non plus. Par contre, je pense qu'il est assez dense. C'est entre autres Univers de Emmett North chez De Noël dans leur collection Lune d'encre. On va parler de monde parallèle en fait, hein, puisqu'on va suivre Rafi et je pense qu'on va suivre plusieurs possibilités selon ce qu'elle fait. Officiellement, Rafi étudie la matière noire dans un laboratoire, mais elle passe plutôt ses journées à effacer les étoiles sur des photographies du ciel nocturne. Donc déjà, c'est un petit peu étrange ça. En inadéquation avec son travail, sa vie, son corps, elle a pour seul point d'ancrage Brit, cette artiste qu'elle aurait pu rencontrer quand elle était enfant, si elle avait osé aller lui parler. Et s'il existait un ailleurs dans lequel elle l'avait fait? Et si la conscience pouvait glisser d'un univers à l'autre lorsque deux ramifications se croisent? Que serait alors sa vie? Je ne vais pas en dire plus.
J'aime beaucoup voilà, cette porte qui s'ouvre, enfin, ce casier qui s'ouvre vers un autre univers. Voilà, on va être vraiment, je pense, dans des univers parallèles. Alors, je sais pas que ça va pas être trop complexe non plus, qu'on va pas commencer à parler de physique quantique et tout, parce que là, on va me perdre, c'est sûr. Alors, il faut que ça reste vraiment en surface, faut pas que ce soit trop approfondi. Bon, celui-ci, Jodie n'a pas arrêté d'en parler, donc je me suis dit, il faut que je prenne, c'est Creepypasta, une anthologie. Alors, il n'y a pas de maison d'édition de noter, je sais juste que c'est traduit par Emmanuel IG. Emmanuel IG, qui est une spécialiste, elle a un compte Bookstagram, elle est spécialiste notamment en tarot, en tarologie. Les creepypastas, ce sont ces petites histoires qui ont, voilà, qui ont fleuri, qui continuent de fleurir sur Internet, que personnellement je ne connaissais pas. J'en ai entendu parler pour la première fois avec Jodie, donc je me suis un petit peu renseignée. Bah, c'est des histoires horrifiques à chaque fois. Donc là, bah, il y en a plusieurs. C'est une anthologie. Elle a dit qu'elle était très bien, donc je me suis dit pourquoi pas découvrir ces histoires. C'est vrai que moi je préfère le format comme ça qu'elle est sur Internet. Vous voyez un peu avec des personnages. Je pense qu'on est un peu aussi sur le côté légendes urbaines, bon, mondes inventés, etc. Donc, allez, ah bah, j'ai oublié de vous présenter, je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter un graphique que j'ai acheté. Tu vois, je l'ai acheté, j'ai fait une brocante. C'est la seule chose que je me suis acheté. True Beauty, j'y arrivé, de Yaongi chez Kabooks. Je l'ai vu plusieurs fois en librairie, mais bon, comme c'est voilà, c'est en couleur, il coûte quand même assez cher, hein, facilement, bah, 14,95 €, c'est ce que j'allais dire. Bon, là, je l'ai acheté 2,50 € sur la braderie avec le tome 1. Donc là, on suit les aventures d'une lycéenne harcelée à cause de son apparence et qui, grâce à la maîtrise de l'art du maquillage, va devenir la déesse de son lycée. Mais combien de temps pourra-t-elle garder son secret? Bon, je ne sais pas trop. Pareil, pour l'instant, je garde que le tome 1 et si ça me plaît, je le prendrai. Sinon, je ne continuerai pas la suite. Ensuite, j'ai pris, c'est vrai que l'une d'entre vous m'avait dit que ce livre qui est sorti chez Galmeister sous le titre, je ne sais plus, La fille et le renard, enfin de Eowyn Ivey. Je remercie la personne qui me l'a dit en commentaire, parce que c'était d'abord sorti sous le titre La fille de l'hiver. Donc moi je l'ai trouvé ça du coup d'occasion. C'était les éditions France Loisirs. On suit un couple qui s'en va au fin fond de l'Alaska après avoir perdu leur enfant, jusqu'au jour où vient frapper à leur porte une petite fille accompagnée d'un renard. On n'en sait pas plus. Il y a du fantastique, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais moi ça m'a suffi pour me lancer dedans. J'ai pris aussi La Roche, alors c'est pareil, j'en ai entendu parler sur Bookstagram, mais je ne sais plus par qui. Alors j'ai trouvé une vieille édition, c'est de Martin Lichtenberg. Là c'était aux éditions Héloïse d'Ormesson, c'est sorti dans une édition plus récente si vous préférez des choses peut-être plus récentes. Bon, je dis, ça a l'air quand même assez aéré. Tous rêvent de fuir cette île désolée où la ressource en eau est rare et contrôlée. La plupart des habitants s'épuisent à pomper des nappes inaccessibles. Ceux qui refusent cette cadence infernale n'ont d'autre choix que de se tapir dans l'obscurité. Mais dans cet univers de violence, une poignée d'individus n'a pas renoncé à la poésie. Au péril de leur vie, ils vont conjuguer leurs forces et chercher l'espoir et la beauté jusque dans les recoins les plus sombres de cette terre. Ouais, il est sorti, il est en poche. Je suis en train de penser, je suis allée chez Cultura il y a quelques jours. Ouais, il est sorti en poche. D'ailleurs, si vous le voulez en poche, dans une édition un petit peu plus moderne, voilà, sachez qu'il est trouvable en poche, donc il ne doit pas être trop cher non plus. Alors, a priori, le résumé, comme ça, je pense que je ne l'aurais pas pris, mais j'ai vu une très bonne chronique dessus sur Instagram. C'est pour ça que je l'ai embarqué aussi. On arrive à la fin, hein, je vous rassure. C'est encore un truc qui va durer des heures. J'avais dit que je me calmais avec les reliés collector. Et puis, il y a Nathan qui a commencé à sortir de beaux reliés collector. Donc là, voilà, j'ai pris La Malédiction de l'Oracle, que j'ai trouvé aussi d'occasion, de B. Fitzgerald. Donc là, c'est le tome 1 et ça va être une réécriture de l'histoire de Cassandre, cette princesse troyenne qui avait la particularité de pouvoir prédire l'avenir, sauf que, alors dans l'histoire de base, là je ne sais pas comment ça va être réécrit, sauf que s'étant refusé à Apollon, il l'a puni en lui disant bah, tout ce que tu prédiras, personne ne le croira. Donc effectivement, elle va prédire la chute de Troie, elle va prévenir son père, ses frères, les princes et compagnie. Personne ne va jamais la croire. Vous voyez, c'est quand même une terrible malédiction. Le livre est vraiment très très beau. Je vous montre un peu l'intérieur. J'étais contente de le trouver d'occasion celui-là, parce que je vous dis, c'est le genre de livre que vous n'avez jamais trouvé d'occasion.
Voilà, donc c'est Nathan, donc ça doit être assez young adulte, mais bon, en même temps, c'est l'histoire de Cassandre aussi. Il est quand même à la base à 27,90 €. Il existe en brochet aussi, hein, donc je trouve très beau. Bon, l'histoire m'intéressait parce que j'aime beaucoup les réécritures de contes, de mythologie, tout ça. Mais voilà, je craque encore sur des GSP. En parlant de GSP, bah, j'ai craqué aussi sur cette édition de chez Actu SF, le Festin de larmes. Donc c'est un 4 mains avec Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. Vincent Tassi, j'ai lu Apostasie de cet auteur que j'ai beaucoup aimé. C'est un univers très particulier, hein. C'est très sombre, ça va être très sanglant. On parlait déjà du mythe du vampire dans Apostasie. Morgane Cossarieux, j'en entends beaucoup parler. J'ai plusieurs de ses romans aussi dans ma palle. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire. J'espère quand même pouvoir la découvrir cette année. Puis c'est la seconde fois qu'ils font un 80. Ils avaient déjà écrit un livre, Entretien choc avec un vampire, qui est une parodie de Entretien avec un vampire, qui est sorti en poche aussi, si ça vous intéresse. Mais je l'ai sur liseuse, mais c'est pareil, je ne l'ai pas lu. Là, c'est pareil, on va être dans une réécriture du mythe du vampire. Mais j'adore le jaspage avec ces papillons de nuit. Là, c'est pas des onyx, bon, je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais voilà, et c'est pareil, en fait c'est un homme qui va raconter son histoire, donc ça fait vraiment penser à Entretien avec un vampire. Si vous allez sur le compte de Morgane Cossarieux, d'ailleurs, c'est une fan de Entretien avec un vampire, et notamment du film avec Brad Pitt et Tom Cruise. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. C'est voilà, je ne pouvais pas passer à côté, il est vraiment très très beau, il y a même un signé, enfin... Je l'ai trouvé pareil chez Vinted, celui-ci. Et puis le petit dernier, c'est voilà, mon abonnement Bibi au coffre. J'avais hésité à arrêter parce que le tout premier, j'avais été déçue. Et puis le suivant était magnifique. Ah, j'ai loupé le premier, je n'étais pas abonnée. Le suivant était magnifique. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Il est superbe aussi. J'ai réussi à plier. Ils ont mis une belle petite carte dedans que j'ai réussi à plier. C'est pas grave. Voilà. En fait, on a cette héroïne qui a une double vie. Le livre est juste magnifique. C'est l'héritage des Birnagam de tome 1, Elisabeth de Maïla Pétri. Alors, c'est aux éditions Luxaminox. Je crois que c'est québécois. Si je dis pas de bêtises, est-ce que ce serait noté? Non, c'est pas noté. Et en fait, on va suivre la double vie de cette jeune femme qui est une noble. Elisabeth Birnagam, duchesse au charme ensorcelant, cache de sombres secrets sous ses airs innocents. Dernière descendante d'une lignée de mages puissants, elle mène une double vie entre le faste de la haute société et les ruelles sombres de Notting. Nothing, je sais pas comment on dit. Alors que les tensions entre mages, elfes, ombres et démons se cristallisent, un nouvel acteur entre en scène. Le démon Jaka El Arfian. Il est puissant, manipulateur et semble insensible au charme d'Elisabeth. Quel est son véritable but? Pourquoi semble-t-il toujours avoir un coup d'avance sur elle? Voilà, le livre. Bon, il n'y a rien à l'intérieur de la jaquette. Donc, tout est en soft touch, que ce soit la jaquette ou le livre. Voilà, il est superbe. Il est superbe. Moi, j'ai complètement craqué, hein. Je voulais unboxer en vlog, mais il est trop beau, quoi. Puis on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit le chat qui est là aussi. Bon, j'ai craqué. Bon, pour l'instant, je reste abonnée, du coup, hein, même si c'est vrai que c'est pas donné parce que le livre est déjà... Puis alors, ça, à l'image de fin, je ne vais pas montrer. Ça fait gothique à mort, j'adore. J'adore. Mais voilà, en plus c'est des éditions exclusives, hein, vous ne les trouverez pas en librairie, ils ne vont pas les vendre en librairie, c'est vraiment pour Bibi au coffre. Alors c'est vrai que c'est parce que le livre en lui-même est à 32 € plus les frais d'envoi, vous en avez pour plus de 37 €. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de goodies à côté, il y a vraiment que, voilà, je crois que la carte, je ne sais même pas si dans les deux premiers elle y était. Elle était dans le précédent, dans celui-ci aussi. Voilà, alors ce qui m'embête par contre, c'est que c'est des tomes, enfin c'est des séries, donc je pense que Bibliocop va en sortir d'autres, donc je ne sais pas trop. Par contre, j'en ai déjà vu sur Vinted, hein, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, des fois il y en a qui les vendent sur Vinted. Bon, celui-ci, voilà, moi je l'ai reçu, et je l'ai reçu assez tôt parce qu'ils voulaient faire des envois pour ceux qui partaient en vacances en août, et puis pour ceux qui partaient plus tard, ils leur enverront en septembre. Voilà, donc moi je l'ai déjà, donc peut-être... alors je crois que le livre, lui, par contre, sort en septembre, il me semble. Mais normalement, on l'a un petit peu avant en plus la sortie officielle, mais il sortira en brochet si vous êtes intéressé. En tout cas, moi j'adore la cover. Je suis folle amoureuse. Voilà. Je crois que j'en ai pas oublié, ça fait déjà pas mal, hein. Vous me direz, je pense que août va être un petit peu plus calme, je vais être occupée, donc je vais peut-être moins, puis il y aura moins de services de presse aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire
si vous connaissez ces romans, s'il y en a que vous avez déjà lu. Je vous attends en commentaire. Comme d'habitude, comme c'est un book haul, vous pouvez mettre une petite pile à lire au bout de, en com, si vous voulez. Il y a un nouveau système, je ne sais plus si je vous en ai parlé, sur YouTube, c'est-à-dire que vous pouvez booster la chaîne. Il y a un truc sur lequel cliquer. Alors, c'est pas payant, hein, vous n'avez rien à payer. C'est pour booster la chaîne, tout simplement. C'est un petit booster. Alors, YouTube m'ont quand même fait rire quand ils m'ont envoyé ça en mail pour expliquer, parce que c'est pour les petites chaînes. Bon, je dis, ok, c'est bien pour les petites chaînes, c'est super. Mais les petites chaînes, ils comptent de 500 abonnés. Là, on est dans une petite chaîne, jusque 500 000. 500 000, pour moi, c'est pas une petite chaîne. Mais bon, bref, mais voilà, en tout cas, vous pouvez, si vous avez envie de booster un petit peu la chaîne, voilà, de faire vivre un petit peu la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit booster. Je vous dis, il n'y a rien de payant. De toute façon, si c'était payant, il vous demanderait de sortir votre carte bleue, ce qui n'est pas le cas. Et la chaîne n'est pas monétisée, donc, et je vous en parlerai si un jour elle est monétisée. Mais n'hésitez pas à lui donner un petit coup de boost si vous en avez envie. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!